Un matin d'août 2025, au cœur du Minnesota, un pêcheur solitaire glisse sur les eaux calmes du Mississippi. Son sonar capte une forme inhabituelle. Des lignes droites, un objet massif, comme un fantôme figé sous la vase. Intrigué, il alerte les autorités. Quelques heures plus tard, des plongeurs remontent des images saisissantes. Une buick Electra bleu métallisée, engloutie depuis près de 6 décennies. À l'intérieur, des ossements humains. Le nom qui refait surface, Roy George Ben, disparu un soir de septembre 1967. Avant de comprendre pourquoi un pêcheur a découvert son nom au fond d'un fleuve, il faut revenir en arrière. Bien avant la buick bleue, avant la nuit de septembre, avant le silence, Roy George Ben voit le jour en 1908 dans une petite ville du Minnesota, Sauk Rapids, une bourgade discrète où les maisons en bois bordent des rues calmes, où l'on connaît ses voisins et où le fleuve Mississippi, large et imposant, fait partie du décor quotidien. Roy grandit dans une famille modeste mais stable. Son père tient un petit commerce d'alimentation, sa mère élève les enfants et veille à l'ordre du foyer. Il a 2 sœurs cadettes, des liens d'affection forts, mais aussi une éducation stricte. Les années passent, rythmées par les saisons du Midwest, les hivers rigoureux, les étés courts mais intenses, les récoltes, les offices religieux du dimanche. Dès son adolescence, Roy se distingue par un caractère réservé. Il parle peu, mais observe beaucoup. Il aime les chiffres, les carnets bien tenus, l'ordre et la méthode. Un professeur dira de lui, un garçon calme, consciencieux, peut-être trop sérieux pour son âge. Après le lycée, il poursuit ses études dans la comptabilité, un domaine qui lui convient parfaitement. Les années 30 arrivent, marquées par la Grande Dépression, mais Roy s'accroche, obtient un emploi dans un cabinet de comptable. La stabilité, l'argent, l'ordre, c'est ce qu'il recherche. À l'âge de 25 ans, il se marie. Une cérémonie simple, sans extravagance, mais sincère. De cette union naît un fils, puis une fille. Roy devient un père appliqué, mais toujours discret, parfois distant. Ses proches décrivent un homme bienveillant mais secret, quelqu'un qui aime contrôler son environnement. Dans les années 50 et 60, il est un homme respecté dans sa communauté. On le voit aux réunions municipales, aux offices, toujours bien mis, parfois absorbé dans ses pensées. Il possède une voiture dont il est fier, une Buick Electra bleu métallisée, modèle 1963, un symbole d'aisance dans cette Amérique d'après-guerre. Mais derrière cette façade, certains notent de légers changements, des absences plus fréquentes, des affaires qu'il dit urgentes, des allusions à des dettes, à des transactions mystérieuses. Rien d'alarmant, juste assez pour éveiller la curiosité. Roy George Ben n'est pas un homme bruyant, c'est un homme de routine, d'habitude, de discrétion. Mais c'est peut-être cette discrétion, ce goût pour le silence, qui rendra son histoire si troublante quand il disparaîtra, un soir de septembre 1967, sans laisser de traces. L'image que tout le monde garde de Roy George Ben au début des années 60 est celle d'un homme solide, bien ancré dans sa ville, comptable respecté, père de famille discret, propriétaire d'une Buick élégante. Pourtant, comme souvent dans les histoires qui basculent, quelques fissures apparaissent, d'abord infimes, puis plus visibles. Les voisins le remarquent parfois. Roy rentre plus tard que d'habitude. Son costume, toujours impeccable, semble parfois froissé, ses traits plus tendus. Il ne parle pas beaucoup de son travail, mais ceux qui le côtoient sentent une certaine nervosité. À cette époque, les années 60, le Minnesota connaît une relative prospérité. Pourtant, Roy, lui, semble préoccupé par l'argent. Dans ses carnets, soigneusement rangés dans son bureau, il note chaque dépense, chaque revenu, comme s'il voulait tout contrôler. Parfois, les chiffres ne collent pas. Il en parle rarement à sa femme, mais certaines conversations laissent deviner un souci, des dettes, peut-être, ou une transaction qui ne s'est pas déroulée comme prévu. Un ami d'enfance, rencontré par hasard dans un café, dira plus tard « Roy avait ce regard fatigué, comme quelqu'un qui porte un poids invisible. Il parlait d'affaires importantes, mais il restait évasif. En septembre 1967, cette tension semble culminer. Roy effectue plusieurs retraits inhabituels à la banque locale, des sommes en liquide, inhabituelles pour lui. Quand on lui demande à quoi cela sert, il reste vague. Des affaires à régler, dit-il. Il commence aussi à se déplacer davantage en voiture, souvent seul.
Sa Buick Electra bleu métallisé devient son bureau roulant. Les trajets sont parfois courts, parfois plus longs. Mais où va-t-il vraiment? Sa femme, discrète mais observatrice, note un changement. Roy est plus silencieux le soir. Il dort mal, il fume davantage. Les journaux restent ouverts sur des pages économiques, parfois des articles sur des faillites, des pertes d'argent. Elle s'inquiète, mais lui répète que tout est sous contrôle. Ces détails, sur le moment, n'inquiètent personne. Après tout, Roy est un adulte responsable, un homme de confiance. Mais avec le recul, on s'aperçoit que c'est peut-être dans ces semaines que quelque chose a basculé. Car bientôt, le 25 septembre 1967, Roy montera une dernière fois dans sa Buick. Et ce jour-là, il ne reviendra jamais. Nous sommes le lundi 25 septembre 1967. L'automne s'installe doucement sur le Minnesota. Le ciel est clair, l'air déjà un peu froid. Dans les rues tranquilles de Sauk Rapids, rien n'annonce que ce jour-là restera gravé comme le début d'une énigme de près de 6 décennies. Roy George Benn se lève tôt, comme à son habitude. Il prend un petit déjeuner simple, café noir, toast, un peu de confiture. Sa femme remarque qu'il est plus silencieux que d'ordinaire, comme absorbé dans ses pensées. Son costume est impeccable, mais ses gestes sont rapides, presque pressés. Vers 9 heures, il quitte la maison. Dans son attaché-case, quelques documents et, d'après certaines sources, une somme d'argent inhabituelle. L'une des rares choses sûres de ce jour, il passe à la banque locale. Il retire plusieurs milliers de dollars en liquide, une somme importante pour l'époque. Le guichetier se souvient encore de son calme, mais aussi d'une certaine tension dans son regard. Roy explique qu'il doit régler une affaire. On ne sait pas s'il parle de son travail, d'un investissement ou d'autre chose. Quoi qu'il en soit, à bord de sa Buick Electra bleu métallisé, modèle 1963, il prend la route. C'est la dernière fois que quelqu'un le voit. L'après-midi passe. Sa femme attend son retour. 17 heures, 18 heures, toujours rien. À 20 heures, l'inquiétude devient forte. Elle appelle quelques proches, puis la police. Les recherches commencent immédiatement. On interroge les collègues, les amis, les commerçants. Personne n'a vu Roy après son passage à la banque. Pas d'accident signalé, pas de bruit suspect. Les routes, les parkings, les abords du fleuve, rien. Sa Buick semble s'être volatilisée. La police ratisse les environs. On questionne les pêcheurs, les routiers, les habitants. On inspecte les ponts, les talus, les fossés. Rien. Aucun témoin, aucun indice tangible. Les hypothèses fusent. A-t-il été victime d'un vol, d'une agression? A-t-il choisi de disparaître? Certains parlent de dette, d'autres d'un rendez-vous secret qui aurait mal tourné. Mais sans preuve, toutes les pistes restent ouvertes. Au fil des semaines, l'enquête s'essouffle. Les journaux locaux publient quelques articles, puis le silence retombe. La Buick n'a jamais été retrouvée, et Roy George Benn devient un nom de plus sur la liste des disparus. Pour sa famille, le temps s'arrête. L'absence devient un vide quotidien, une question sans réponse. Ce vide durera 58 ans. La disparition de Roy George Benn secoue brièvement la petite ville de Sauk Rapids, mais le mystère dès le départ paraît lourd. Les premiers jours, la police locale mobilise tous ses moyens. Les officiers interrogent la famille, les voisins, les collègues. On vérifie les comptes, les déplacements, les fréquentations. Mais très vite, les enquêteurs se heurtent à un mur. Rien ne ressort. Le dossier reste pourtant ouvert. On inspecte les berges du Mississippi, on plonge à certains endroits, mais les moyens techniques de l'époque sont limités. Les sonars modernes n'existent pas encore, et le fleuve, large et sombre, est un monde imprévisible. L'eau cache tout, les courants déplacent les objets, la vase engloutit les traces. Chaque piste semble se refermer. Des rumeurs commencent à circuler. On parle d'affaires d'argent. Certains habitants disent que Roy avait effectué des retraits inhabituels dans les jours précédents. D'autres évoquent un rendez-vous secret, peut-être avec un associé, peut-être avec un créancier. La Buick, elle, reste le grand mystère. Un véhicule de cette taille dans une région peu densément peuplée aurait dû laisser des traces. La police diffuse un avis de recherche. Une Buick Electra bleu métallisé, modèle 1963, immatriculée à son nom. Les photos de Roy en costume sombre, visage sérieux, paraissent dans les journaux locaux. Mais aucune information fiable n'arrive. Pas d'appel décisif, pas de témoin crédible.
La famille, elle, espère puis s'épuise. Sa femme garde longtemps la maison telle qu'elle était ce matin-là, comme si Roy allait revenir. Le fils et la fille grandissent avec cette absence, un père dont on ne sait s'il est vivant ou mort. Les années passent. L'enquête change de main puis s'endort. Dans les archives, son dossier devient ce que les policiers appellent un cold case, un dossier froid, un carton poussiéreux dans une salle d'évidence, avec des notes, quelques photos, un nom, une date. 25 septembre 1967. Puis vient le temps de l'oubli. Les proches vieillissent, les souvenirs s'effacent. Le monde change. Les années 70, 80, 90 défilent. Les voitures changent, les modes changent, mais Roy, lui, reste figé dans le temps. Pourtant, comme souvent dans les mystères les plus épais, la vérité n'est jamais complètement perdue. Elle dort quelque part. Parfois à la vue de tous, parfois juste sous nos pieds ou sous nos os. Et il faudra attendre près de 58 ans pour qu'un matin d'août 2025, le Mississippi rende enfin un fragment de ce silence. Les histoires, même celles qu'on croit perdues, finissent parfois par remonter à la surface. 58 ans après ce matin de septembre, le Mississippi va parler. C'est un jour d'été dans le Minnesota. Le soleil tape doucement sur l'eau, les herbes hautes frémissent sous le vent. Brody Locke, 30 ans, passionné de pêche et de technologie, sort son petit bateau en aluminium. Son plaisir, traquer les poissons grâce à un appareil devenu indispensable, un sonar portable. Une sorte d'œil électronique qui scanne les fonds du fleuve et révèle en images grises les structures cachées. Ce jour-là, il ne cherche rien d'inhabituel. Peut-être un banc de doré jaune, un esturgeon. Mais sur l'écran, quelque chose accroche son regard. Une masse, plus grande qu'un rocher au contour bien dessiné. Une forme artificielle. Brody ralentit, revient sur ses pas, scanne encore. Cette fois, le dessin devient plus clair. On distingue des lignes droites, un capot, peut-être un coffre. Une voiture. Les pêcheurs du coin connaissent ces histoires de véhicules perdus, mais rares sont ceux qui en découvrent vraiment. L'adrénaline monte. Brody prend des photos, note les coordonnées GPS. Le soir même, il envoie tout à la police locale. Quelques jours plus tard, une barge arrive sur place. Les plongeurs descendent dans une eau trouble, presque noire. La visibilité est faible, mais leur lumière balaie lentement les fonds. Et soudain, elle éclaire une carrosserie, bleue, couverte de vases, figée dans le temps. La remontée est délicate. Les câbles tirent, l'eau se trouble, le métal grince. Puis, à la surface, apparaît ce que personne n'attendait. Une Buick Electra, modèle 1963. Presque intacte, malgré les décennies. Les inspecteurs s'approchent, soulèvent des débris, fouillent l'intérieur. Entre les sièges rongés par l'eau et le temps, ils trouvent ce qu'ils redoutaient, des ossements humains. Le numéro de série confirme l'impensable. Après presque 6 décennies, la voiture et les restes appartiennent à Roy George Benn. Le disparu de 1967 vient d'être retrouvé. Les médias locaux s'emparent de l'histoire. On parle de fantômes du Mississippi, de cold case résolu. Mais cette découverte soulève aussi des questions. Que s'est-il passé ce jour-là? Accident? Chute? Geste volontaire? Les enquêteurs vont devoir ouvrir un dossier que tout le monde croyait fermé. Presque 60 ans après la disparition de Roy George Benn, le Mississippi livre enfin son secret. La découverte de la Buick Electra bouleverse les autorités locales et relance un dossier que l'on croyait éteint depuis longtemps. Très vite, l'équipe d'enquêteurs se mobilise. Le véhicule est sorti des eaux et transporté vers un laboratoire sécurisé. Malgré les décennies passées dans la vase et l'eau trouble, la voiture est étonnamment bien conservée. Sur son châssis, un numéro unique apparaît. Il correspond bien à celui enregistré au nom de Roy Benn en 1963. À l'intérieur, les enquêteurs font une découverte bouleversante, des ossements humains mêlés aux débris du temps. La confirmation formelle nécessite cependant des analyses. Les dossiers dentaires de l'époque ayant probablement disparu, l'espoir repose sur un examen ADN. Les médecins légistes savent que même après des décennies, un fragment d'os peut livrer une signature génétique. Leur objectif, comparer cet ADN à celui d'un proche encore vivant ou à des bases de données nationales. Cela peut prendre du temps, mais l'espoir d'offrir une réponse à la famille est réel. Reste la question essentielle,
Que s'est-il passé ce matin du 25 septembre 1967? Les hypothèses se multiplient. Certains pensent à un simple accident. Les routes longeant le fleuve étaient alors mal éclairées, étroites et parfois dangereuses. Un moment d'inattention, une vitesse mal maîtrisée, et la Buick aurait pu basculer dans l'eau, engloutissant son conducteur. D'autres évoquent une piste plus sombre. Roy avait retiré des sommes importantes avant sa disparition. Un vol, une altercation, peut-être même un geste délibéré? Les enquêteurs n'excluent aucune possibilité. Pourtant, l'état général de la voiture, sans trace évidente d'impact ou de collision violente, semble donner plus de poids à la thèse accidentelle. Dans la ville, la nouvelle secoue les mémoires. Les enfants de Roy, aujourd'hui grands-parents, voient ressurgir des souvenirs enfouis. Pour eux, la découverte est une blessure et un soulagement à la fois. Après tant d'années d'incertitude, la vérité, même incomplète, offre une forme de paix. Les autorités restent prudentes. Tant que les analyses ne sont pas terminées, le dossier reste officiellement ouvert. Mais déjà, une conclusion s'impose. Certains secrets ne disparaissent jamais vraiment. Le temps et l'eau peuvent les dissimuler, mais il suffit parfois d'un pêcheur curieux, d'un appareil moderne et d'un hasard incroyable pour que l'histoire reprenne son cours.